sigas así. Dime hasta cuándo tú vas a caer. Y no me digas que no te advertí. Si no te levantas tú, por ti nadie lo va a hacer. Raciste Cuba, la question peut faire sourire. Pourtant, le phénomène existe et de plus en plus de Cubains, artistes intellectuels, le dénoncent publiquement. La question raciale est centrale dans l'œuvre de Juan Roberto Diago. Chez lui, le racisme est à fleur de peau, une déchirure qui apparaît dans plusieurs de ses toiles. Regarde, je suis comme ce tableau. Beaucoup de gens te rejettent, tout simplement parce que tu es noir. C'est une culture raciste. Nous descendons de cette colonie, de cet esclavage. C'est resté dans la mentalité de beaucoup de gens. Ils n'ont pas évolué. Certains oui, mais d'autres non. La thématique raciale s'exprime notamment dans cette série de photographies montrant toujours une personne noire de face fixant l'objectif. C'était une façon de dire nous sommes là. Nous aussi nous existons. Pourquoi cela m'est venu à l'esprit? Parce que pendant très longtemps, la seule image que l'on percevait dans les publicités, dans les revues, à la télévision, c'était l'image de l'homme blanc. C'était donc une façon de dire, regarde, là il y a un autre, nous sommes autres, c'est une société plurielle. La discrimination raciale préoccupe tellement Diago que dans son bureau, il archive tout ce qui fait référence à cette question. Ces coupures de presse, je les collectionne pour voir comment évolue le problème sous d'autres latitudes. Quelquefois, je suis gêné quand je vois que le jour des Afro-descendants, ou une autre date importante, est célébrée au Brésil, aux États-Unis, maintenant en France. Et cependant, ici, nous ne célébrons pas le 6 octobre 1886, l'abolition de l'esclavage à Cuba. Le racisme à Cuba n'est pas seulement une obsession d'artistes. Il a été analysé et confirmé scientifiquement par les anthropologues. Nous définissons le racisme à Cuba et nous l'avons toujours défini comme un racisme de oui-mais. Pourquoi est-ce un racisme de oui-mais? Parce qu'en général, les Cubains, et je te parle de la vie dans les quartiers, les Noirs et les Blancs, cohabitent dans des conditions d'égalité, dans une ambiance de grande fraternité. Ils s'expriment surtout dans la sphère la plus intime, la famille. Généralement, on dit « je ne suis pas raciste, mais je n'aimerais pas que ma fille se marie avec un Noir, que mon fils se marie avec une Noire. » Voilà pourquoi c'est un racisme de oui-mais. Les préjugés ont la vie dure, mais les inégalités raciales aussi. À Cuba, différentes études montrent que les populations les plus défavorisées restent concentrées dans certains quartiers et qu'elles sont majoritairement noires. Dans cette cité de la périphérie de la Havane vit Amaori, un maître de la rumba, qui doit se débrouiller avec son salaire de musicien fonctionnaire à 20 $ par mois. Avec son groupe de percussionnistes, il arrondit les fins de mois par quelques représentations privées. Chez ces musiciens, le racisme n'est pas un concept d'intellectuel, une catégorie de sociologue, c'est une évidence. Le niveau de vie des Blancs reste au-dessus du nôtre. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Tu peux aller dans n'importe quel quartier, aller de maison à maison, faire un recensement. Tu verras que la plupart de ceux qui sont bien, ce sont les Blancs, parce qu'ils ont le pouvoir et les bons emplois.
Pour Younaisi, le racisme à Cuba, c'est une certaine façon de maintenir les Noirs à leur place. J'aimais beaucoup les ballets espagnols. Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait à des ateliers. Voilà, tu arrives à une audition pour une compagnie de danse espagnole ou de danse classique et on ne te donne pas de place. Simplement parce que tu es noir. Si tu regardes une compagnie de danse classique, il n'y a pas de noirs. Les critiques portent surtout sur le ballet national de Cuba, vitrine du pays à l'extérieur, mais très éloigné dans sa composition de la diversité raciale cubaine. Où est-ce que tu vois des noirs? Seulement dans les cabarets. Ah oui, au Tropicana, dans les troupes folkloriques. D'autres griefs reviennent constamment. Être noir à Cuba, c'est être victime trop souvent de contrôle aux faciès. Ou encore, ne pas avoir accès aux emplois rémunérateurs dans le secteur touristique. La discrimination à l'embauche a diminué ces dernières années et certaines organisations noires sont là pour dénoncer ce genre d'injustice. Norberto Mesa et Tato Quiñones sont les principaux dirigeants de la confrérie de la négritude. Pour lutter contre les inégalités raciales, ils organisent des réunions, alertent les pouvoirs publics. Leurs activités sont tolérées par le régime, bien qu'ils ne ménagent pas leurs critiques. Un des combats de la confrérie est la représentation des Noirs dans les médias et les sphères du pouvoir. Je dirais plutôt une absence de représentation des Afro-Cubains à la télévision et dans les médias en général. C'est un problème d'absence. Rends-toi compte, une absence qui correspond un peu à la réalité et que tu vas rencontrer dans toutes les sphères. Disons que dans les structures de pouvoir, au Parlement, au gouvernement, au sein de l'État, il n'y a pas une représentation adéquate des Afro-Cubains reflétant leur poids dans la population. Manifestement, ces doléances sont remontées jusqu'aux oreilles des frères Castro. En avril 2011, le 6e congrès du Parti communiste cubain a annoncé une augmentation de 10% des Noirs et des Métis au sein du comité central. Mais qui est noir, qui est blanc? À Cuba, les statistiques officielles prétendent que 64% de la population est blanche, 12% est noire et 24% métisse. Elles sont basées sur ce que déclarent les personnes recensées et les militants noirs contestent ces chiffres. Autre idée reçue, celle d'une société multiraciale harmonieuse. Pendant longtemps, des organisations comme la confrérie de la négritude ont dû lutter contre l'idée que la question raciale était résolue à Cuba. Quel était le postulat? Que si les classes sociales disparaissaient, si l'exploitation de l'homme par l'homme disparaissait, il n'y avait plus de raison que le racisme prolifère, que le racisme existe. Et il allait s'éteindre lentement à mesure que le socialisme se construisait à Cuba, la nouvelle société, l'homme nouveau, etc., etc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le fossé entre noir et blanc s'est maintenu, mais la question est restée taboue jusqu'à ce que la crise économique des années 90 mette en évidence cette inégalité. Des intellectuels comme Esteban Morales ont alors dénoncé ce qui ne pouvait plus être occulté. Lorsque la crise économique des années 89-94 est arrivée, il est devenu clair que nous avions été idéalistes en considérant que le problème racial était résolu. Il est devenu évident qu'il y avait des personnes qui étaient parties de très bas dans leur développement social. Et cela s'est manifesté au moment de la crise. Bien que tout le monde ait été touché, c'était principalement les Noirs et les Métis qui souffraient de la crise économique. Mais Esteban Morales souligne aussi les progrès réalisés par la Révolution, surtout en matière d'éducation.
Dans la période antérieure à 1959, on ne pouvait pratiquement pas parler d'intelligentsia noire. Ils étaient très peu nombreux ceux qui sortaient du lot. Cependant, après 1959, est apparue une intelligentsia noire et métisse qui est le résultat du processus de développement du pays. D'autres intellectuels rappellent la place qu'occupe l'héritage africain dans la culture cubaine. Cette cour du centre de la Havane est un espace culturel et cultuel soutenu par l'UNEAC, l'Union des écrivains et artistes cubains. Dans ces parties privées, on y pratique avec ferveur les nombreux cultes afro-cubains. Condamnés d'abord comme opium du peuple par le Parti communiste, les religions d'origine africaine ont fini par être considérées comme expression de la cubanité. À Cuba, les Blancs et les Noirs sentent cette essence africaine qui palpite. Je te le dis avec des mots précis, elle palpite. Et même, il arrive que beaucoup de Blancs marchent comme les Noirs, dansent comme les Noirs, parce que cela fait partie de leur identité. Mais que cet héritage soit présent ne signifie pas qu'il y ait des conditions égales de vie. Même si elle n'est plus taboue, la question raciale reste un thème de prédilection de la dissidence. Toujours interdite, les formations politiques qui rejettent le système de parti unique considèrent que le débat actuel sur le racisme n'est que de façade. C'est un débat de salon, c'est un débat d'universitaires, d'intellectuels, qui d'une part ne va pas au fond du problème et d'autre part ne prend pas en compte les citoyens. Il y a une distance, une séparation entre ce qui peut se passer dans les hautes sphères intellectuelles et les universités du pays et ce qui se passe maintenant dans n'importe quel quartier du vieux La Havane ou de Santiago de Cuba. Il y a des secteurs défavorisés à l'intérieur de la population noire qui continuent de croire à cette logique d'émancipation que le pouvoir est censé avoir apportée en 1959. Mais il y a aussi une couche de plus en plus large de cette population défavorisée qui rejette profondément ce régime parce qu'il est raciste. À La Havane, tout le monde se souvient du Maleconazo, le 5 août 1994. Des milliers de Cubains, majoritairement noirs et métis, ont alors envahi le Malecón, le front de mer, pour dénoncer la situation économique et la discrimination raciale. La révolution n'a certes pas répondu aux attentes de la population noire, mais Cuba n'est pas le pays le plus à la traîne dans ce domaine. Toutes les personnes rencontrées qui ont voyagé à l'étranger reconnaissent que c'est surtout en Europe et aux États-Unis qu'elles ont été confrontées au racisme.